Le bip régulier et monotone du moniteur cardiaque était la seule ancre à laquelle Claire pouvait se raccrocher dans l'océan d'angoisse qui menaçait de la submerger. Depuis 3 jours, elle ne quittait plus ce fauteuil inconfortable, à côté du petit lit blanc où reposait Chloé, sa fille de 8 ans. Le visage de Chloé, habituellement si expressif et malicieux, était d'une pâleur de cire sous la lumière crue des néons de l'unité de soins intensifs. Des tubes et des fils la reliaient à un balai silencieux de machines qui respiraient et veillaient pour elle. Un accident soudain et mystérieux, avaient dit les médecins. Une chute dans l'escalier de l'école, mais les détails restaient flous, insaisissables, comme un mauvais rêve dont Claire n'arrivait pas à se réveiller. Claire caressa doucement la main de sa fille, une main si petite et si froide. La fatigue pesait sur ses paupières, mais le sommeil était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Chaque seconde était une lutte, une prière silencieuse. Son monde s'était rétréci aux dimensions de cette chambre stérile, à l'odeur d'antiseptique et à la peur qui lui nouait les entrailles. Son téléphone vibra sur la petite table à côté d'elle, la sortant de sa torpeur. Le nom de « maman » s'afficha. Une bouffée d'appréhension la saisit. Elle hésita, puis décrocha, la voix basse pour ne pas troubler le repos précaire de Chloé. « Claire ? Enfin. J'essaie de te joindre depuis ce matin. Tu sais bien que je déteste tomber sur ta messagerie, lança Brigitte, sa mère, d'une voix un peu trop enjouée, presque offensante dans ce lieu de douleur. Maman, je suis à l'hôpital. Chloé. Oui, je sais, la petite est malade, coupa Brigitte avec une impatience à peine voilée. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais écoute, il faut absolument qu'on parle de mon anniversaire. J'ai réservé le grand écrin pour mes 60 ans, tu te rends compte? Il faut que tout soit parfait, et j'ai besoin de toi pour l'organisation. J'ai pensé à un thème année folle, ce sera fabuleux. Claire sentit une vague de froid la parcourir, plus glaçante encore que l'air conditionné de la chambre. L'indifférence de sa mère face à la situation critique de Chloé était comme un poignard. Maman, Chloé est en réanimation. Je ne peux pas penser à une fête maintenant. C'est impossible. Un silence. Puis la voix de Brigitte, soudain plus dure, tranchante. Impossible? Claire, ne sois pas égoïste. Cet anniversaire est crucial pour moi. J'ai besoin de sentir que je compte, que les gens célèbrent ma vie. Franchement, je suis bien plus importante que cette petite pleurnicharde. Mon anniversaire est un événement, pas sa comédie. Les mots, cruels, résonnèrent dans l'esprit de Claire. Cette petite pleurnicharde. Sa fille, son bébé, luttait pour sa vie, et sa propre mère. Une colère sourde monta en elle, mêlée à un désespoir infini. Comment pouvait-on être aussi insensible? Je ne peux pas, maman. Je dois rester avec Chloé. Tu trouveras bien un moment, rétorqua Brigitte, déjà passée à autre chose. J'ai une liste d'invités longue comme le bras. Pense aux fleurs, il me faut des orchidées blanches, des milliers. Claire raccrocha, la main tremblante. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours menaçaient de déborder. Elle regarda Chloé, si fragile. L'égoïsme de sa mère venait de creuser un gouffre de plus dans son cœur déjà meurtri. Le mystère autour de l'accident de sa fille semblait soudain encore plus lourd à porter, face à ce mur d'indifférence familiale. Comment allait-elle affronter tout cela seule? La tempête à l'intérieur d'elle redoublait de violence, menaçant de tout emporter. Les jours suivants se fondirent en un brouillard anxiogène pour Claire. Chaque matin, elle espérait un signe, une amélioration notable de l'état de Chloé, mais les médecins restaient prudents, parlant d'une « lente progression ». Et chaque jour, Brigitte appelait, sa voix de plus en plus pressante, énumérant ses exigences pour la fête comme si la vie de sa petite fille n'était qu'un détail mineur, une simple anicroche dans ses plans grandioses. « Claire, as-tu contacté le traiteur pour les canapés au foie gras? Et pour la pièce montée, j'hésite entre pistache framboise et chocolat passion. Il faut que ce soit spectaculaire. » Maman, je n'ai pas eu la tête à ça, répondait Claire, la voix lasse, les yeux fixés sur le visage endormi de Chloé. Je suis à l'hôpital, tu te souviens? Bien sûr que je me souviens, ma chérie, mais il faut savoir compartimenter, rétorquait Brigitte avec une logique qui échappait totalement à Claire. La vie continue, tu sais.
Et cet anniversaire, c'est la célébration de ma vie. Tu devrais être heureuse de participer à mon bonheur. Participer à son bonheur. Ces mots sonnaient faux, comme un écho lointain d'une enfance où ses propres besoins avaient toujours été éclipsés par ceux de sa mère. Un souvenir fugace lui revint. Elle avait 10 ans, une mauvaise grippe la clouait au lit avec une forte fièvre. Brigitte, au lieu de la réconforter, s'était plainte amèrement de devoir annuler un dîner important à cause d'elle. Tu gâches toujours tout, Claire. Toujours. La même rengaine, des années plus tard, face à une situation infiniment plus grave. Entre 2 visites de médecins et les soins constants prodigués à Chloé, Claire tentait, avec une énergie déclinante, de gérer les demandes de sa mère. Elle passait des coups de fil depuis les couloirs blafards de l'hôpital, discutant de menus et de listes d'invités, le cœur lourd, se sentant coupable de détourner ne serait-ce qu'une minute de son attention de sa fille. Un soir, alors qu'elle s'était assoupie quelques instants sur sa chaise, le docteur Arnaud Sorel, le pédiatre qui suivait Chloé avec une attention particulière, la réveilla doucement. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard franc et empreint d'une humanité rare. « Madame Vasseur, vous devriez essayer de vous reposer un peu plus. Vous êtes épuisée, cela se voit. » Claire hocha la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. « L'état de Chloé est stable ce soir, » poursuivit-il d'une voix douce. « Il y a une petite chambre de garde disponible si vous souhaitez vous allonger quelques heures. Je veillerai personnellement sur elle. » Une lueur de gratitude illumina le visage fatigué de Claire. « Merci, docteur. Merci infiniment. » Ce simple geste de compassion était comme un baume sur ses plaies. Quelques jours plus tard, alors qu'elle cherchait un chargeur de téléphone dans le sac à main que sa mère avait oublié, lors d'une visite éclair de 5 minutes, durant laquelle elle avait surtout parlé de sa robe, Claire tomba sur une carte de vœux. C'était une carte de l'une des amies de Brigitte, une certaine Adélaïde. Claire l'ouvrit machinalement. « Ma chère Brigitte, quel courage tu as d'organiser cette magnifique fête alors que ta petite Chloé traverse une épreuve si terrible. Tu es une source d'inspiration, affrontant cette légère mais préoccupante maladie infantile avec tant de panache. Nous serons tous là pour te soutenir et célébrer ta force. Affectueusement, Adélaïde. » Légère mais préoccupante maladie infantile ? Claire sentit le sang lui monter au visage. Sa mère avait donc minimisé la situation à ce point auprès de ses amis ? Elle avait transformé la lutte pour la vie de Chloé en une anecdote destinée à la faire paraître plus courageuse, plus admirable aux yeux de son cercle social. La nausée la prit. Ce n'était plus seulement de l'égocentrisme, c'était une manipulation abjecte. La solitude de Claire devint encore plus écrasante. Elle était seule, désespérément seule face à la maladie de sa fille et à la monstruosité narcissique de sa propre mère. La date de la fête approchait, comme un nuage noir à l'horizon, et Claire se demandait comment elle allait pouvoir y faire face. Le jour du 60e anniversaire de Brigitte arriva, drapé d'une angoisse palpable pour Claire. Ce matin-là, l'état de Chloé s'était subitement aggravé. Une nouvelle fièvre, une respiration plus difficile. L'équipe médicale s'affairait autour de son petit lit, les visages graves, murmurant des termes techniques qui glaçaient le sang de Claire. Le docteur Sorel lui avait parlé avec franchise, la journée serait critique. Face à cette urgence vitale, la perspective de la fête pharaonique de sa mère semblait non seulement absurde, mais monstrueuse. Les appels de Brigitte s'étaient multipliés depuis la veille, passant de l'excitation fébrile à l'agacement non dissimulé devant le manque d'enthousiasme de Claire. « Tu as intérêt à être là, et à l'heure. Et porte la robe que je t'ai suggérée, celle en soie bleue. Elle mettra tes yeux en valeur, même si tu as l'air fatigué. » Mais aujourd'hui, aucune robe, aucune fête ne pouvait arracher Claire au chevet de sa fille. Elle prit une décision, douloureuse mais inébranlable. Vers midi, elle envoya un SMS lapidaire à sa mère. « Chloé ne va pas bien du tout. Je reste à l'hôpital. Je suis désolée. Bon anniversaire. Claire. » Elle éteignit ensuite son téléphone, incapable d'affronter la fureur qu'elle savait imminente. Elle se consacra entièrement à Chloé, lui tenant la main, lui fredonnant des berceuses, priant pour un miracle. Les heures s'étirèrent, lourdes et angoissantes. Ce n'est que tard dans la soirée,
alors que Chloé semblait enfin retrouver un sommeil plus paisible et que ses constantes se stabilisaient légèrement, que Claire se permit de rallumer son téléphone. Une avalanche de messages et d'appels manqués de sa mère, bien sûr, mais aussi un message vocal d'un numéro inconnu et un SMS de sa cousine Sophie. Intriguée, elle écouta d'abord le message vocal. Une voix masculine, un peu embarrassée. « Bonsoir, Madame Vasseur ? Ici Jean-Pierre, du restaurant Le Grand Écrin. Votre mère, Madame Brigitte Duval, nous avait demandé de vous contacter si elle n'était pas joignable. Il est presque 22 heures et, eh bien, il n'y a quasiment personne. Juste 2 ou 3 dames qui sont reparties il y a 1 heure. Madame Duval est seule. Elle semble contrariée. Peut-être pourriez-vous l'appeler ? Le cœur de Claire se serra, un mélange étrange de pitié et d'une sorte de justice immanente. Elle ouvrit ensuite le message de Sophie. « Claire, j'espère que Chloé va mieux. Je suis passée au resto pour ta mère. » Catastrophe. Personne. Enfin, tante Adélaïde et 2 autres. Ambiance glaciale. Ta mère a fait une scène discrète. Je n'ai pas pu rester. Courage. Bisous. Claire resta un long moment silencieuse, les messages ouverts devant elle. Elle imaginait la scène, le restaurant somptueux, les tables dressées avec un luxe ostentatoire, les milliers d'orchidées blanches réclamées par Brigitte, et sa mère, seule, au milieu de ce décor fastueux et désert. La femme qui avait exigé d'être le centre du monde, abandonnée par ce même monde qu'elle avait tant cherché à impressionner. Peut-être que ses amis, mis au courant par la rumeur ou par un éclair de lucidité sur la gravité réelle de l'état de Chloé, avaient choisi de ne pas cautionner un tel spectacle d'égocentrisme. Avec une appréhension mêlée d'une étrange détermination, Claire composa le numéro de sa mère. Brigitte décrocha à la première sonnerie, mais aucun son ne lui parvint. « Maman » appela Claire, doucement. Un long silence, seulement ponctué d'une respiration saccadée. Puis, une voix blanche, à peine un murmure, si différente de ses éclats habituels. « Claire ? » ?»« Oui, maman. J'ai eu des nouvelles du restaurant. Ils ne sont pas venus, » laissa échapper Brigitte, et dans sa voix, il n'y avait plus d'arrogance, plus de colère théâtrale, seulement une stupeur vide, une humiliation abyssale. Personne. Le restaurant est vide. Claire pouvait la visualiser, le teint cireux, les yeux écarquillés fixant le vide, la reine déchue de son propre festin solitaire. Pour la première fois depuis des années, Brigitte Duval était sans voix. Ce silence, plus éloquent que tous les reproches, marquait une fissure. Un point de rupture venait d'être atteint, et Claire sentit confusément que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Claire, épuisée mais légèrement rassérénée par une nuit où Chloé avait montré des signes d'amélioration constants, sentit une présence avant même d'ouvrir les yeux. Brigitte se tenait au pied du lit de sa fille, non pas avec l'inquiétude d'une grand-mère, mais avec la fureur contenue d'une reine déchue. Son maquillage impeccable ne parvenait pas à masquer les cernes de fatigue et la pâleur de son teint. Elle ne regardait pas Chloé. Ses yeux lançaient des éclairs vers Claire. « Alors, tu es satisfaite ?» siffla Brigitte, sa voix basse et venimeuse, bien loin de ses habituelles envolées théâtrales. L'humiliation de la veille avait laissé une marque amère. « Maman, je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit Claire, se redressant péniblement. « Chloé va un peu mieux, c'est tout ce qui m'importe. Ne joue pas l'innocente avec moi, Claire. » La voix de Brigitte monta d'un cran, malgré le regard désapprobateur d'une infirmière qui passait dans le couloir. « Tu as tout manigancé. Tu as jubilé de me voir seule, humiliée, dans ce restaurant que j'avais mis tant de soin à choisir. Tu as voulu me détruire. » « Te détruire ?» Claire sentit une vieille lassitude l'envahir, mais aussi une nouvelle forme de colère. « Ma fille est ici, entre la vie et la mort depuis des jours, et tu ne penses qu'à ta fichue fête ? Tu crois vraiment que j'avais le temps ou l'énergie de manigancer quoi que ce soit contre toi ? Tu as toujours été jalouse de moi, de ma vie, de l'attention que je suscite, » cracha Brigitte, les mains tremblantes. « Jalouse ?» Claire se leva, faisant face à sa mère. « Jalouse de ton égoïsme ? De ton indifférence ? Explique-moi, maman, de quoi devrais-je être jalouse ? D'une mère qui m'a toujours traitée comme un accessoire ? » La confrontation était inévitable,
brutal. Poussé dans ses derniers retranchements, le visage tordu par une rage qui semblait venir de bien plus loin que la simple déconvenue d'une soirée ratée, Brigitte laissa échapper les mots qui allaient dynamiter le peu de fondation qui restait à Claire. Un accessoire? Moi, je n'ai pas eu le choix. Tu crois que c'était facile d'élever une enfant seule après que ton merveilleux père nous a abandonnés comme des malpropres? Après qu'il a fui avec tout ce que nous avions, nous laissant sans un sou, couverte de dettes à cause de ses sales affaires? Claire recula, chancelante. Mon père, tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Mort? Brigitte eut un rire sec, dépourvu de toute joie. J'aurais préféré. Au moins, il y aurait eu une assurance vie. Non, ton père, ce héros, s'est volatilisé. Il a choisi sa liberté et l'argent facile plutôt que sa famille. J'ai dû mentir pour te protéger, pour nous protéger de la honte, des créanciers. J'ai tout porté sur mes épaules, pendant que toi, tu me jugeais. Le souffle coupé, Claire s'assit lourdement sur le fauteuil. Son père, vivant? Un fugitif? Un traître? Toute son histoire personnelle, construite sur un mensonge, s'effondrait. La dureté de sa mère, son besoin maladif de contrôle et de reconnaissance, prenait soudain un éclairage différent, non pas excusable, mais terriblement humain dans sa complexité. Quelques heures plus tard, alors que Claire tentait de digérer cette révélation sismique, le docteur Sorel l'informa qu'un certain monsieur Étienne Carmier souhaitait la voir. Claire ne reconnut pas immédiatement le nom. Un homme élégant, aux cheveux grisonnants et au regard doux, se présenta à elle dans la petite salle d'attente. Claire Vasseur? Je suis Étienne Carmier. J'étais un ami, un très bon ami de votre père. Et j'ai beaucoup connu votre mère, à l'époque. Claire le dévisagea, abasourdie. J'ai appris pour Chloé, et pour les difficultés de Brigitte, dit-il avec une délicatesse infinie. J'habite à l'étranger depuis de nombreuses années, mais je suis de passage à Paris. Si vous me le permettez, il y a des choses que vous devriez savoir sur votre père, sur ce qui s'est réellement passé. Des choses que Brigitte, dans sa douleur et sa fierté, n'a peut-être jamais pu vous dire. Je peux vous aider à comprendre. L'offre de cet inconnu bienveillant, surgissant au milieu du chaos de ses émotions et des ruines de ses certitudes, était comme une bouée lancée en pleine mer. Claire, le cœur battant, sentit qu'elle ne pouvait refuser. Une nouvelle quête, douloureuse mais nécessaire, venait de commencer. Les jours qui suivirent la terrible révélation de Brigitte furent marqués par une dualité étrange pour Claire. D'un côté, l'ombre du passé de son père, un inconnu à la réputation sulfureuse, planait sur elle. De l'autre, une lueur d'espoir, timide mais persistante, Chloé allait mieux. Lentement, millimètre par millimètre, elle regagnait du terrain sur la maladie. Ses yeux s'ouvraient plus souvent, un faible sourire flottait parfois sur ses lèvres lorsque Claire lui lisait des histoires. Chaque petit progrès était une victoire, une bouffée d'oxygène pour Claire. Monsieur Étienne Carmier se montra d'une patience et d'une discrétion exemplaires. Ils se retrouvèrent à plusieurs reprises dans un petit café tranquille, non loin de l'hôpital. Il lui raconta par bribes l'histoire de son père, un homme charismatique et ambitieux, mais aussi imprudent, entraîné dans des affaires qu'il avait dépassées. Il n'excusa rien, mais il apporta des nuances, un contexte qui permit à Claire de commencer à assembler les pièces d'un puzzle familial douloureux. C'est en sortant d'une de ces rencontres, l'esprit encore embué par les récits de Monsieur Carmier, que Claire le vit. Adossé à la rambarde du Pont des Arts, un appareil photo en bandoulière, il regardait la scène avec une concentration intense. Même de dos, elle reconnut cette silhouette, cette façon de se tenir. Son cœur fit un bond. Raphaël Moreau. Son amour de jeunesse, celui qu'elle avait quitté des années auparavant pour suivre une voie plus raisonnable, poussée par une Brigitte qui ne voyait en lui qu'un artiste famélique sans avenir. Elle s'approcha, hésitante. Raphaël? Il se retourna, et son regard bleu intense croisa le sien. Un éclair de surprise, puis un sourire éblouissant qui balaya les années. Claire? Je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable de te voir ici. Les retrouvailles furent douces, presque irréelles. Raphaël était devenu un photojournaliste de renom, voyageant aux quatre coins du monde. Il était de passage à Paris pour quelques semaines.
Au fil de la conversation, Claire, avec une pudeur qui la surprit elle-même, se confia. Elle parla de Chloé, de l'hôpital, de la solitude qui la rongeait, omettant pour l'instant les révélations sur son père et le drame de l'anniversaire de sa mère. Raphaël l'écouta avec une attention et une chaleur qui lui firent monter les larmes aux yeux. Pas de jugement, pas de conseils non sollicités, juste une présence solide et bienveillante. Il lui proposa immédiatement son aide. « Je peux peut-être faire quelque chose pour Chloé, pour toi. J'ai des contacts, un réseau. Et puis, je suis doué pour trouver des choses, c'est mon métier. Cet accident de Chloé, tu dis qu'il y a des zones d'ombre ? » Claire acquiesça, reconnaissante. L'idée qu'il puisse enquêter sur ce qui était réellement arrivé à sa fille lui apporta un soulagement inespéré. Les jours suivants, Raphaël fut un roc. Il passait du temps avec elle à l'hôpital, apportant des viennoiseries, des livres pour Chloé, ou simplement sa présence réconfortante. Il commençait discrètement à poser des questions, à utiliser ses compétences d'enquêteur pour comprendre les circonstances de l'accident. Entre eux, une complicité ancienne renaissait, teintée d'une nouvelle profondeur. Les regards s'attardaient, les mains se frôlaient, et une promesse d'avenir commençait à poindre au milieu du tumulte. Quant à Brigitte, Claire n'avait que des nouvelles indirectes. Sa cousine Sophie lui avait dit qu'elle s'était terrée chez elle, refusant de voir quiconque, anéantie par l'humiliation publique, peut-être, par le poids de ses mensonges enfin exposés. Claire ne chercha pas à la contacter. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait le droit de se protéger. Un soir, alors que Raphaël et Claire quittaient l'hôpital ensemble, il lui prit doucement la main. « Tu n'es plus seule, Claire », lui dit-il simplement. Dans la douceur du crépuscule parisien, Claire sentit son cœur s'ouvrir. L'espoir avait un nouveau visage, celui d'un amour retrouvé, tandis que les murmures du passé continuaient de résonner, portant avec eux la promesse d'une vérité encore à découvrir, peut-être plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait. L'enquête de Raphaël sur l'accident de Chloé progressait méthodiquement. Son expérience de photojournaliste d'investigation lui avait appris à repérer les détails que d'autres ignoraient, à connecter des faits en apparence isolés. Il passait des heures à éplucher les rares témoignages, à visiter les lieux, à prendre des photos. Claire, partagée entre l'espoir de découvrir la vérité et la crainte de ce qu'elle pourrait révéler, l'assistait autant que possible, tout en se consacrant à Chloé dont la convalescence se poursuivait favorablement à l'hôpital. Un soir, Raphaël arriva chez Claire. Elle avait enfin accepté de quitter l'hôpital pour quelques heures, Chloé dormant paisiblement sous la surveillance d'une infirmière de nuit avec une expression grave qu'elle ne lui connaissait pas. « J'ai quelque chose, Claire », dit-il en posant une série de photos et de documents sur la table du salon. Et ce n'est pas joli. Les photos montraient un homme au visage dur, que Claire ne reconnut pas immédiatement. Raphaël expliqua, il s'appelle Marcus Valois. Un ancien associé de ton père, impliqué dans des affaires de prêts usuraires et d'intimidation. D'après Monsieur Carmier, ton père avait une dette énorme envers lui avant de disparaître. Valois n'est pas du genre à oublier. Claire sentit un frisson la parcourir. Quel rapport avec Chloé ? J'ai retrouvé un témoin, un employé de l'école qui n'avait pas osé parler. Le jour de l'accident, il a vu cet homme, Valois, discuter très vivement avec ta mère, Brigitte, dans la rue, juste devant l'école, peu de temps avant que Chloé ne tombe. La discussion semblait très tendue. L'employé a eu l'impression que ta mère avait peur. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Claire avec une clarté effroyable. Sa mère, toujours soucieuse de maintenir un certain train de vie après la fuite de son mari, avait-elle continué à être harcelée par les créanciers de son père ? Avait-elle, par peur ou par inconscience, exposé Chloé à un danger ? Il faut que je lui parle, dit Claire, la voix blanche. La confrontation avec Brigitte fut d'une violence sourde. Claire la trouva dans son appartement, au milieu d'un désordre qui témoignait de son effondrement psychologique. Elle n'essaya même pas de nier. Valois, murmura Brigitte, le visage défait. Il me harcèle depuis des années. Depuis que ton père est parti. Il voulait que je le rembourse. J'ai essayé de gagner du temps, de le tenir à distance. Et le jour de l'accident de Chloé, la pressa Claire, la voix tremblante de colère et d'une peine infinie. Il était à l'école, n'est-ce pas ? Il te menaçait ? Brigitte hocha la tête,
les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il est devenu plus agressif ces derniers temps. Il a dit qu'il s'en prendrait à ce que j'avais de plus cher si je ne payais pas. J'ai cru qu'il parlait de mes biens, de ma réputation. Je n'ai jamais imaginé. Chloé. Elle expliqua, dans un flot de paroles décousues, comment Valois l'avait acculée devant l'école, la menaçant. Chloé, sortant à ce moment-là et voyant sa grand-mère en détresse, se serait précipitée vers elle. Dans la confusion, la bousculade, la chute. Valois avait disparu immédiatement après. Brigitte s'effondra littéralement aux pieds de Claire, secouée de sanglots. « Je suis désolée, Claire. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. Je voulais juste qu'on ait une belle vie, qu'on ne manque de rien. J'ai eu si peur. » Claire la regarda, un abîme de sentiments contradictoires l'envahissant. Une immense colère face à cette négligence, cette fuite en avant égoïste qui avait mis sa fille en danger. Mais aussi, pour la première fois, une forme de pitié tordue pour cette femme brisée, victime elle aussi, à sa manière, des erreurs d'un passé qui ne cessait de les hanter. Ce n'était pas une excuse pour sa cruauté habituelle, mais cela ajoutait une dimension tragique à sa personnalité. La vérité sur l'accident de Chloé était donc là, sordide et complexe. Ce n'était pas un simple accident, mais la conséquence indirecte des actions passées de son père et des choix désastreux de sa mère. Claire devait maintenant faire face non seulement à la trahison, mais aussi à une décision cruciale. Que faire de cette information? Comment protéger Chloé de cet homme dangereux, Marcus Valois? Et quelle place, s'il y en avait une, restait-il pour sa mère dans sa vie et celle de sa fille après une telle faillite? La boîte de Pandore était ouverte, et ces mots s'étaient répandus, laissant Claire avec un fardeau plus lourd que jamais. 6 mois s'étaient écoulés. 6 mois durant lesquels le printemps avait cédé sa place à un été parisien doux et lumineux, à l'image de la nouvelle vie qui s'ouvrait pour Claire. Chloé, après une convalescence qui avait demandé patience et courage, avait retrouvé la pleine possession de ses moyens. Ses rires résonnaient de nouveau dans l'appartement, chassant les derniers fantômes de l'angoisse. L'épreuve l'avait marquée, bien sûr, lui conférant une gravité nouvelle dans le regard, mais aussi une force insoupçonnée. Elle parlait peu de l'accident, mais dessinait beaucoup, des soleils éclatants, des personnages qui volaient, et souvent, une petite fille tenant la main d'une femme et d'un homme souriant. Grâce aux preuves méticuleusement rassemblées par Raphaël et aux témoignages courageux de Claire, Marcus Valois avait été arrêté. La justice suivait son cours, promettant de le mettre hors d'état de nuire pour longtemps. Cette menace écartée avait apporté un immense soulagement, permettant à Claire de respirer enfin, de se projeter. Avec Raphaël à ses côtés, elle avait redécouvert une force qu'elle ne se connaissait pas. Leur amour, nourri par les épreuves et une compréhension mutuelle profonde, était devenu un havre de paix, une évidence. Il l'encourageait dans ses projets, la soutenait dans ses moments de doute, et surtout, il aimait Chloé avec une tendresse qui comblait Claire de bonheur. Ensemble, ils formaient une famille, non pas née des liens du sang imposés, mais choisie, tissée de respect et d'affection véritable. Quant à Brigitte, leur relation avait pris un tournant radical. Après l'effondrement et les révélations, Claire avait eu une longue et difficile conversation avec elle. Pas de cris, pas de reproches acerbes, mais une mise au point ferme et sans appel. Elle avait exposé ses limites, ses besoins, et le pardon qu'elle ne pouvait, pour l'instant, accorder pleinement. Brigitte, profondément ébranlée par la quasi-perte de sa petite fille et la prise de conscience de sa propre faillite, avait accepté. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas cherché à manipuler, à se justifier outrancièrement. Elle avait écouté. Sur les conseils discrets du docteur Sorel, elle avait entamé une thérapie, un chemin ardu et douloureux. Les visites à Chloé étaient rares, courtes, et toujours en présence de Claire. Il n'y avait pas de réconciliation miracle, mais une trêve fragile, un espoir ténu qu'un jour, peut-être, une autre forme de lien, plus sain, plus honnête, pourrait se nouer. Claire avait compris que le véritable pardon commencerait par se pardonner à elle-même d'avoir si longtemps subi. Ce dimanche matin de septembre, le soleil inondait le jardin du Luxembourg. Chloé, radieuse dans une petite robe jaune, courait après les bulles de savon géantes qu'un artiste de rue laissait s'envoler vers le ciel. Ses éclats de rire se mêlaient au chant des oiseaux et au murmure des conversations alentour. Claire et Raphaël la regardaient, assis sur un banc, main dans la main.
Un silence complice s'était installé entre eux, un silence empli de tout ce qui n'avait plus besoin d'être dit. Raphaël tourna son visage vers Claire, ses yeux brillants d'amour. « Tu es heureuse ?» Claire inspira profondément l'air frais du matin, embaumé du parfum des dernières roses. Elle regarda sa fille, incarnation de la résilience et de la joie de vivre. Elle sentit la chaleur de la main de Raphaël dans la sienne, ancre solide dans son existence. « Oui », répondit-elle avec un sourire qui illumina son visage. « Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. » Elle avait traversé la tempête, affronté les démons du passé, dénoué les fils toxiques qui l'entravaient. Elle avait trouvé la vérité, et dans cette vérité, aussi douloureuse fut-elle par moments, elle avait trouvé la liberté. La liberté d'être elle-même, d'aimer et d'être aimée pour ce qu'elle était. Chloé revint vers eux en courant, se jetant dans leurs bras. « Regardez. J'ai attrapé une bulle. Mais elle a éclaté. » dit-elle avec une moue adorable. Raphaël la souleva dans ses bras. « Ce n'est pas grave, ma puce. Il y en aura toujours d'autres, encore plus belles. » Claire le regarda, puis leva les yeux vers le ciel bleu de Paris, où de nouvelles bulles irisées dansaient dans la lumière. Elle savait qu'il avait raison. L'aube nouvelle était enfin là, et elle était prête à l'accueillir, le cœur léger et rempli de promesses. Le cycle était brisé. Une nouvelle histoire, la sienne, pouvait véritablement commencer. Et ainsi, le rideau se baisse sur le chapitre de vie que nous avons partagé avec Claire, un récit empreint des clairs-obscurs de l'existence, mêlant l'amertume des épreuves à la douceur des renaissances. Son histoire, si singulière dans ses détails, résonne pourtant avec une universalité qui nous touche au plus profond. Car au-delà des péripéties, elle nous invite à contempler les vérités fondamentales qui jalonnent nos propres chemins. Elle nous rappelle, avec une force poignante, que la résilience humaine n'est pas un mythe, mais une flamme obstinée qui vacille parfois sous les assauts du destin, mais refuse de s'éteindre. Combien de batailles silencieuses se livrent chaque jour dans le secret des cœurs, combien de forces insoupçonnées se mobilisent lorsque tout semble perdu? Le parcours de Claire illustre cette capacité à puiser au fond de soi les ressources pour affronter l'inimaginable, pour transformer la douleur en un terreau fertile où peut germer une nouvelle version de soi-même, plus forte, plus consciente. L'histoire de Claire est aussi une ode au courage de rompre les chaînes, celles, visibles ou invisibles, qui nous entravent. Les liens familiaux, censés être un refuge, peuvent parfois devenir des prisons tissées d'attentes irréalistes, de manipulations affectives ou de silences toxiques. Se défaire de ces héritages, oser dire non à ce qui nous diminue, à ce qui nous nie, est un acte d'une bravoure immense. C'est choisir de ne plus être un personnage secondaire dans le drame d'un autre, mais de reprendre le rôle principal de sa propre existence, quitte à devoir réécrire entièrement le scénario. La quête de vérité, nous le voyons bien, est un chemin ardu, souvent douloureux. Lever le voile sur les secrets de famille, sur les mensonges qui ont façonné notre perception du monde et de nous-mêmes, peut être une expérience dévastatrice. Pourtant, c'est dans cette confrontation avec la réalité brute que réside une puissance libératrice. Car la vérité, même la plus amère, nous affranchit de l'illusion. Elle nous rend notre lucidité, et, avec elle, le pouvoir de faire des choix éclairés, de reconstruire sur des fondations solides, authentiques. Et que dire du pardon? L'histoire de Claire nous en offre une vision nuancée, loin des clichés simplistes. Le pardon n'est pas l'oubli, ni l'absolution inconditionnelle des torts subis. Il est avant tout un cheminement intérieur, une libération pour soi-même, un détachement du fardeau de la rancœur. Il peut mener à une forme de paix, voire à une redéfinition de la relation, comme avec Brigitte, où les frontières sont claires et le respect mutuel, chèrement acquis. Mais il ne signifie pas toujours la réconciliation complète, surtout lorsque les blessures sont trop profondes. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de s'éloigner de ce qui nous nuit, de protéger son espace vital. Face à l'égoïsme destructeur, l'histoire met en lumière la beauté et la nécessité d'un amour véritable, celui qui soutient sans étouffer, qui encourage sans juger. Un amour comme celui que Claire trouve enfin avec Raphaël, qui n'est pas possession mais partage, qui n'est pas sacrifice de soi mais épanouissement mutuel. C'est cet amour-là, ancré dans le respect et l'authenticité, qui devient un pilier, une source inépuisable de force pour affronter les tempêtes. Alors, si le voyage de Claire pouvait nous laisser un viatique, ce serait peut-être celui-ci,
aussi sombre que puissent paraître les tunnels que nous traversons, la lumière existe. L'espoir n'est pas une vaine chimère, mais une décision, un engagement envers soi-même. Chaque être humain porte en lui la capacité de se réinventer, de transformer ses cicatrices en étoiles qui guident son chemin. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vie, pour cultiver la joie, pour bâtir son propre bonheur, pierre après pierre. Car l'aube nouvelle n'attend que notre audace pour se lever et illuminer notre monde.